Chers amis du football, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Dribble, votre podcast consacré au foot hebdomadaire. Ça ne veut rien dire, mais c'est très bien. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de la Liga. Nous allons donner nos pronostics, qui sera champion pour nous. Et nous allons étayer ça avec de superbes arguments, vous allez voir. Le débat aujourd'hui, est-ce qu'il faut recruter au Paris Saint-Germain? Et si oui, dans quelle place, quelle position? Et enfin, nous parlerons de Super League, la journée qui s'est écoulée ce week-end. Et enfin, nous reviendrons sur le limogeage de Thomas Eberli au Servette FC. Mais avec moi, l'homme qui était déjà là la semaine dernière, qui n'a toujours pas connu de but en or, j'ai nommé Mathieu. Salut Mathieu. Salut à tous. Comment ça va? Très content d'être là. Ça va bien? Ouais, bien sûr, pour ce deuxième épisode. En forme, ça fait plaisir. On va parler de sujets différents par rapport à la semaine passée, mais Si. hâte de parler de tout ça. À ma gauche et à votre droite, un homme que si vous suivez d'autres podcasts, vous connaissez déjà. J'ai nommé le grand, le magnifique, Nilassan. Ciao Nilassan, comment ça va? Ça va très bien, retour de vacances. Pas trop dur? Retour à la réalité? C'est compliqué la transition Maracana, Stade de Genève. Ah, ça doit être quelque chose. Hein. J'ai pu aller au Maracana, la chance d'aller voir un match là-bas. Incroyable. Très grosse ambiance, très grosse allé ferveur. voir quel match? Je suis allé voir Flamengo Sao Paulo. Ok. Victoire de Flamengo en plus, Stylé. qui était premier au classement après la victoire. Du coup, grosse fête à Rio. Si. Et on sent la ferveur, cette ferveur qu'on retrouve en Amérique du Sud, quoi. Vraiment, Ça chante, ça en fait, généralement en Europe, c'est plus derrière les buts, c'est qu'il y a une ferveur avec les ultras, que ça chante. Mais là, c'est vraiment tout le stade, que ce soit de la tribune principale, la tribune présidentielle, tribune latérale. Il y a aussi les groupes là-bas, les hinchas, comme on dit, en tout cas en Argentine. Je sais pas comment ça s'appelle. Il y a au Brésil. plusieurs groupes. J'ai vu plusieurs groupes à Flamengo. Mais en tout cas, ouais, à Rio de Janeiro, on voit que le club le plus populaire, Ah, c'est Flamengo, tu penses? C'est le maillot que tu as vu le plus? C'est plus, j'ai vu, parce que ça représente plus toutes les classes sociales, plus le club le plus populaire de Rio. Après Botafogo, ça représente un peu plus l'élite, un peu plus les gens un peu plus aisés, de ce que j'ai pu voir, de ce qu'on m'a pu raconter à Rio. Mais Par Fluminense aussi. Fluminense aussi, il y avait le derby juste après, que malheureusement j'ai pas pu voir. Dommage. Mais non, mais on voit que c'était en Amérique du Sud, c'est vraiment de la folie. Culture foot, c'est autre chose. Hein. C'est un autre niveau, et puis il suffit de voir le niveau technique des gens à la plage, c'est juste impressionnant, quoi. Ouais, j'avoue. C'est impressionnant. Tu peux voir un gamin de 5 ans te faire les meilleurs jongles du monde, que ce soit un homme ou une femme qui joue au foot, qui se font des brésiliennes. La question que je veux savoir, c'est est-ce que tu as pris un petit pont sur la plage? Non. Ah, j'avais un grillage avec les moi. cages inviolées, c'est bien. J'avais pris un grillage. Il a pas pris le risque. Il a pas pris le risque. Je ne veux pas me faire humilier à Rio. Si loin de chez toi. Mais pour l'anecdote, il y avait 3 Brésiliens qui ont reconnu le maître Servette à Copacabana. Incroyable. Ouais. Magnifique. Servette. Très bien. Qui ont même parlé de la victoire de coupe. Ah ouais. Incroyable. Voilà. Il y a eu quelques Brésiliens à Servette, notamment Sonny Anderson, Willy, pour le plus connu. Bref. Plus récemment, des Avedo. C'est Hilton à l'époque. Enfin bref, après cette introduction au soleil, on va aussi aller dans un pays où il y a pas mal de soleil, l'Espagne. Et on va parler de la Liga et on va parler de nos favoris pour ce championnat. On va commencer par le Real Madrid. Pour rien vous cacher, il y en a un qui est un peu fan ici. Le Real Madrid, est-ce que pour vous, c'est le favori? Sachant qu'en termes de transfert, pour le moment, ils ont fait venir Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Huijsen, l'hispano-néerlandais. Et il y a des rumeurs comme quoi voilà, ils veulent céder Rodrigo, ils veulent acheter Ibrahima Konaté. On a encore pris aussi Alvaro Carreras, le latéral de Benfica, qui était formé chez nous et qui est après parti à Manchester United. Et puis aussi et Franco Mastantuono. Et Franco Mastantuono qui a été officialisé récemment avec le club et tout ça, parce qu'il était à River Plate. Il a joué la Coupe du Monde des clubs avec River Plate. Il a encore fait des très bons matchs, mais River Plate, il voulait le garder juste pour la Coupe du Monde. Il fasse ses matchs. Et puis maintenant, il a hâte de commencer avec le Real Madrid. Donc, au niveau du mercato, il y a encore certains points qui sont assez flous, comme par exemple le recrutement encore d'un défenseur central. On parle de Ibrahima Konaté. Actuellement, c'est la piste la plus chaude. Pendant très longtemps, ça a été William Saliba, mais William Saliba, apparemment, il est bien à Arsenal. Et puis, si Florentino Pérez il veut prendre Saliba, apparemment, ça serait plus libre, parce que Arsenal, il demande énormément. Et puis, on sait que le Real Madrid... À juste raison. Bien sûr. Et... Ah bah oui, c'est presque le meilleur défenseur du monde actuellement.
Ouais, presque. Hein. Mais c'est vrai que Saliba est impressionnant. Et puis Arsenal, ils ont très bien compris que de toute façon, le Real Madrid, ces derniers temps, ça lâche pas des très grosses sommes facilement. Cette année, Hussein, on l'a quand même acheté pour une certaine somme. Mais après, s'il y a des rumeurs, au niveau des départs, Rodrigo serait sur le départ. Et on parle de Vinicius. Serait sur le départ. Et puis, j'ai vu quelque chose il y a pas longtemps, il y a 2 jours, comme quoi Rodrigo, en fait, aurait dit que pour lui, le départ, il n'est pas forcément dans les premiers plans. En fait. Il se voit bien encore rester au Real et qu'il a de la peine à s'imaginer partir du Real Madrid. Est-ce que c'est de l'intox pour, au cas où il ne part pas, garder une certaine relation avec le Real Madrid, parce qu'on sait qu'un joueur qui dit qu'il a envie de partir, si finalement il reste, après il y a certaines tensions. Donc à voir. On sait que Liverpool est sur le dossier, Liverpool est sur beaucoup de dossiers. Mais Arsenal aussi. Et Arsenal aussi, piste sérieuse qui récemment s'est intéressé à Rodrigo, parce qu'on sait que le côté droit il est totalement verrouillé avec Saka, mais Martinelli à gauche, je pense qu'un Rodrigo, il voudrait bien un autre Brésilien. Après avoir fait cet état des lieux de l'équipe du club madrilène, est-ce que vous pensez que ça suffit pour aller prendre le titre cette année ou pas? Ou est-ce qu'il faudrait encore renforcer ça? Il faut déjà voir comment ça va, le changement d'entraîneur. C'est vrai que le nouveau cycle qui arrive, la Xabi l'arrivée, Alonso, on n'en a pas parlé, mais c'est peut-être le transfert le plus important. C'est surtout ça, je pense, le transfert le plus important pour le côté du Real de Madrid. Ça va être un changement de tactique, changement de vision de jeu. Xabi Alonso à Leverkusen, ça fait du très très bon travail. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner à Madrid, avec beaucoup plus de pression, beaucoup plus d'attente, voir ce que ça va donner. Après, Xavi, je pense qu'il a les cartes en main, il a les joueurs qu'il faut à sa disposition. Est-ce qu'après ça va fonctionner entre les joueurs et Xavi, entre la philosophie, j'arrive plus à parler. Entre ce qu'il veut inculquer à ses joueurs et ce qu'il veut comme jeu, est-ce que ça va fonctionner? Moi, je pense que oui. Je vois pas pourquoi. Il n'y a pas de raison. Après, on a vu un petit peu l'avantage du Real Madrid, c'est qu'on les a vus jouer un petit peu en Coupe du Monde des clubs. Oui. Alors certes, il n'y a eu que très peu de temps de préparation pour cette compétition-là, mais déjà, il y avait déjà eu une question qui s'est posée en attaque entre qui titularisait, Mbappé, Vinicius, les deux. Et il y a aussi le troisième, tu me rappelles son... Gonzalo Garcia. Voilà, Gonzalo Garcia, merci. Titulariser les trois ou pas, enfin, il est déjà dans des questions... En fait, la grande question pour moi, je pense, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché du côté de Real la saison dernière? C'est quoi qui n'a pas marché en fait? Qu'est-ce qui a fait que il y a plusieurs choses. Ils n'ont pas gagné le titre et que cette année, il faudrait corriger avec Xabi Alonso pour que ça fonctionne? C'est ça la grande question. Il y a plusieurs points qui ont été soulevés, notamment qu'on arrivait à la fin d'un cycle avec Ancelotti, où Ancelotti, sur la dernière année, on n'a rien vu en fait, en termes de jeu, en termes de tactique. On fait 2e de Liga, on arrive à aller jusqu'en 8e de finale de Ligue des Champions, mais tout ça, c'est fait que grâce aux individualités. On s'en sort sur des matchs où Mbappé, finalement, il finit soulier d'or, alors qu'on est dans une équipe qui ne tourne quasiment pas collectivement. On a joué dans un système où on savait dès le départ que c'était voué à l'échec, mais on s'est retrouvé face à un problème sûrement aussi d'ego ou de caractère, de ne pas pouvoir mettre un des trois sur le banc. Ou quand on l'a fait... Quand tu parles des trois, tu parles de Bellingham? Je parle de Rodrigo, de Mbappé, et de Vinicius. Ouais. Parce que pour moi, Bellingham, je ne le mets pas dans ce trio-là, parce que Bellingham, il a un côté... Tu es obligé de jouer avec Bellingham. Donc Bellingham, il est essentiel. Et les peu de matchs où on a joué à 2 attaquants, avec Ancelotti, ça s'est avéré quand même plutôt assez payant. On jouait quand même mieux. Mais à chaque fois, on revenait sur un 4-3-3. Et c'est aussi la raison pour laquelle on disait qu'on était à la fin d'un cycle. C'est qu'en fait, Ancelotti, il n'avait plus trop la main mise sur cet effectif. L'arrivée d'Mbappé, elle a été difficile à gérer au début parce que au-delà d'un top joueur, c'est aussi un top statut qui arrive. En fait. C'est un des joueurs les plus populaires actuellement dans le football moderne. C'est la star médiatisée. Tous les yeux étaient rivés sur lui. Et puis, en plus, il a connu des premiers matchs un petit peu plus compliqués. Puis donc, du coup, ça l'a directement remis en cause. Ça parlait énormément de sa relation avec Vinicius. Donc finalement, j'ai l'impression que tout était scruté. En fait, si sur un but, Vinicius, il n'allait pas totalement fêter avec Mbappé, ça allait créer une polémique. En Espagne, ils n'ont pas du tout épargné Vinicius, Mbappé. J'ai l'impression que là, Xabi Alonso en revient au même. Il se pose exactement les mêmes questions. Si Rodrigo part, il y a le nouvel attaquant.
Est-ce que lui arrivera à les faire jouer ensemble ou pas? Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, Neil Hassan avant, il a parlé des cartes en main. Ouais. Et de ce que j'ai entendu, et là de nouveau, c'est ce qu'on entend. On n'a pas encore la vérité. Mais c'est un que peu tôt, on n'a pas vu Florentino Pérez aurait vraiment donné carte blanche à Xabi Alonso sur la gestion. Okay. Et pour moi, si c'est ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse avoir. Parce que Xabi Alonso, c'est un coach qui joue à la méritocratie. Et si du jour au lendemain, il y a un joueur qui fait des très bonnes performances, par exemple Fran Garcia en Coupe du Monde des clubs, il a été méconnaissable, exceptionnel, il a tout le temps été aligné. Et ça n'a pas bougé. Ouais, mais là, Xabi Alonso, lui, du coup, il fallait sortir ou Mbappé ou Vinicius, et finalement, il a sorti aucun des deux. Donc... Non, mais il a sorti un Rodrigo. Alors, Rodrigo, certes, il était sur le départ. Mais Rodrigo, c'est plus facile. Gonzalo Garcia. Tu remplaces Rodrigo par. Non, mais tu vois, Gonzalo Garcia, il a joué tous les matchs de Coupe du Monde des clubs à la méritocratie, parce qu'il a été exceptionnel. Et là, quand Mbappé est revenu, et c'est là où c'est le point qui m'inquiète, contre le PSG, Mbappé était revenu entre guillemets en forme après ses entrées contre la Juve et contre Dortmund. Et là, on se retrouve avec le même problème. Il met 3 attaquants. Et là, il met Gonzalo Garcia avec parce que lui, de son point de vue méritocratie, Gonzalo Garcia, il n'y avait aucun motif pour lui de le mettre sur le banc. Et puis j'ai l'impression qu'il l'aime beaucoup. Tu vois, c'est un jeune qui l'a lancé, puis il performe sous ses ordres. Mais là, Mbappé qui revient dans le 11 de départ instantanément alors qu'on avait un système qui fonctionnait très bien. Coupe du Monde des clubs, on a eu un Real qui jouait déjà beaucoup mieux que l'année passée. On avait quelque chose de plus cohérent. Alors certes, il y a eu le carton rouge de Huysen qui a entraîné certaines difficultés parce que Huysen, c'est vraiment la base de notre défense et ce sera le défenseur central sur lequel on va compter sur les prochaines années. Mais j'aurais vraiment voulu que Mbappé, en finale, reste sur le banc et qu'on garde ce même système qui fonctionne. Et après, Mbappé, s'il montre des meilleures choses, là, pourquoi pas l'aligner? Mais le problème qu'on a avec Mbappé, c'est de savoir. Xavi, il va mettre Mbappé sur le banc? Non, on verra. Non, on est d'accord. On verra. Pas. Impossible, non? Ça m'étonnerait. Mais pour moi, ça devrait pas se poser comme question, en fait. Ça m'étonnerait fortement. Là, forcément que la question se pose, vu l'aura du joueur, quoi. Là, on dirait plus que ce qui va faire pencher la balance pour le titre ou pas, c'est la gestion des égos, en fait. Ouais. C'est ça en fait. C'est même pas la tactique ou le jeu parce que finalement Madrid même sans vraiment jouer finissent deuxième derrière le Barça à très peu de points de Barça je crois. Ouais. C'était 7 points, 8, je me souviens plus. C'est surtout la gestion des égos par Xabi Alonso qui pour moi va faire pencher la balance pour un titre. Plus que le jeu mis en place. Plus que le jeu mis en place. Ok. Parce qu'il a les joueurs à disposition. Xavi, c'est un grand tacticien. Il a une philosophie de jeu. Il va y arriver. Il a les joueurs pour. Je pense que c'est un bon manager. C'est un bon meneur d'hommes aussi. C'est aussi un entraîneur qui a de l'aura par son passé surtout de joueur et avec ce qu'il a fait à Leverkusen. Moi, j'ai l'impression que c'est plus comment il va gérer la gestion des égos. Et je pense que dans un club comme Madrid, avec tellement de stars et tellement d'égos, c'est surtout ça qui va faire... pencher la balance. Parce que là, par exemple, tu t'amènes à Mourinho, je pense qu'il fout tout en l'air. Adversaire du Real Madrid, donc ce sera certainement, et comme souvent en Liga, le Barça. La lutte devrait se jouer à 2 ou à 3. On verra la troisième équipe. Mais le Barça qui a recruté Marcus Rashford cette saison, plutôt une bonne pioche, non? Qui a prolongé le contrat de Lamine Yamal. Alors le Barça, ils peuvent pas tellement recruter, hein. Ils n'ont pas tant d'argent que ça. En 10. Lamine Yamal avec le numéro 10, effectivement. Et quid de Hansi Flick, en fait. Le coach barcelonais qui a, j'ai envie de dire, fait des miracles presque la saison dernière et qui a offert une des équipes qui joue le mieux en Europe. Est-ce que pour vous, le Barça, il faut changer encore des choses pour atteindre le titre? Ou on peut y aller comme ça? Je crois qu'avec Hansi Flick, lui, ce qu'il veut, c'est une continuité. Et au niveau du Barça, on n'a pas eu de départ. En tout cas, pas de départ notable. Et c'est là où c'est la grande force du FC Barcelone cette année, c'est d'avoir le même effectif que l'année passée, le même coach. Avec beaucoup de joueurs issus de la Masia aussi. Ils vont garder une certitude. L'année passée, ils ont presque tout pris, à part la Ligue des Champions. Mais sinon, au point de vue national, ils ont tout pris. Et c'était l'année passée la meilleure équipe avec le PSG en Europe. Et voilà, la finale, entre guillemets, ça aurait dû être PSG-Barça si on prend qu'au niveau du jeu, mais on sait qu'il n'y a pas que ça dans le foot. Il y a un Sommer qui est passé par là. Ouais, exactement. Pour bloquer le grand garde Sommer. Tout suisse qu'on est, ça me fait plaisir. Mais en tout cas, le Barça, cette année,
ils ont fait un recrutement intéressant parce qu'ils sont allés prendre un Rashford. Marcus Rashford, moi je suis sûr que c'est un joueur qui va marcher à la confiance. On a vu, quand il est en confiance en Manchester United, il a fait des performances parfois exceptionnelles dans le championnat le plus compliqué au monde. Donc je pense que si Hansi Flick arrive à le mettre dans les bonnes dispositions, ça peut être une alternative plus qu'intéressante. Le Barça, pour toi, Hassan, il faut changer quelque chose ou on y va comme ça est-ce qu'ils sont presque favoris en fait? En fait, il a déjà une stabilité. Une stabilité. Change pas une équipe qui gagne. Même, voilà, on a prolongé Lamine Yamal, on l'a donné le numéro 10, on lui donne plus de responsabilités. Il n'a pas eu de départ, on a eu une recrue Rashford. Enfin, pour moi, il n'a pas vraiment de changement à faire. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut rapporter au milieu, il y a assez de plus. En fait, contrairement au Real, il n'a pas cette guerre d'ego au Barcelone. On a l'impression, parce que Lamine Yamal est encore jeune. On le voit pas. En tout cas, on le voit pas. Oui, après, ou est-ce que c'est la gestion de Hansi Flick finalement la gestion des égos dans l'équipe, dans le sens entre les coéquipiers. Après, ce qu'ils font dans leur vie privée, on a pu entendre. Ça, c'est Yamal. Ceci ne nous regarde pas. Voilà, chacun a sa vie privée, chacun a fait ce qu'il veut. Je pense que Lamine Yamal, à son âge, avec son argent, je pense que j'aurais fait bien pire. Mais non, après, je pense que le groupe, j'ai l'impression que le groupe est sain. Que ça fonctionne bien entre tout le monde et que l'entraîneur surtout match super bien avec l'équipe et qu'il a apporté ce qui manquait au Barça pendant toutes ces années Et puis là en plus normalement je crois que cette saison ils vont jouer ils vont retrouver le Camp Nou, je crois, il me semble. C'est possible, qui sera pas totalement fini, mais quand même ils vont retrouver le Camp Nou. Ça rajoute aussi de la ferveur. C'est clair. En troisième gros d'Espagne, c'est toujours la même équipe, l'Atlético de Madrid. Ça change pas. C'est toujours le même coach, le même style de jeu, les mêmes joueurs robustes. La même philosophie. Pourtant, ça recrute. Ils ont pris Clément Lenglet, il y a Thiago Almada qui est arrivé, Johnny Cardoso, Matteo Ruggieri et Juan Musso. Mais se condamner à la 3e place, j'ai l'impression. Et on sait très bien que le style de jeu ne va jamais changer en fait avec. Ça fait plus de 10 ans que c'est fou, plus de 10 ans qu'il est là. On se souvient des 2 défaites perdues en finale de Ligue des Champions. Je crois qu'il me semble aussi qu'il a gagné l'Europa League aussi, mais c'est vrai que si on regarde l'Atlético Madrid il a 10 ans en arrière, il n'y a rien qui a changé. Quasiment. Par rapport au jeu. Oui, il y a bien des sûr. joueurs qui ont changé, mais l'intensité suivant les années. Au schéma tactique, on connaît par cœur l'Atlético. C'est fou, et ça ne change pas. Et la saison dernière en Europe, ils se sont fait éliminer au tir au but. On se souvient un peu cette polémique de la balle. Le tir, je ne sais plus si c'était quel joueur qui avait. Je sais pas si c'était Julián Alvarez. C'était Julián Alvarez. Après, finalement, la FIFA a changé la règle. Finalement, il est revenu en arrière par rapport à la règle. L'Atlético, ils ont atteint un plafond de verre. Vous pensez que ça pourra jamais aller plus haut, ou pour pouvoir être champion, ils sont obligés d'attendre les failles et du Real et du Barça? Quelque part, l'année passée, c'est peut-être la seule équipe en Liga qui a réussi à mettre en énorme difficulté le Barça. Ils sont allés les battre chez eux. Ils sont perdus. Il y a eu des 4-4 en coupe, je me souviens. Dans les derniers moments. Oui, exactement. En coupe, il y a eu des scores fleuves. Et en fait, là où moi, je regarde le championnat espagnol depuis environ, on va dire, 10 ans à peu près, j'ai quand même vu, moi, une certaine évolution dans le jeu de Simeone. Ça veut dire que, oui, c'est toujours le même système où le mot d'ordre, c'est défendre. Le mot d'ordre, c'est la solidité. Mais je trouve que là, sur les 2-3 dernières saisons, on a un Atlético Madrid qui a quand même un petit peu plus de jeu. Ça joue un petit peu plus au ballon. Et puis, il y a une tactique qui, en restant la même, évolue quand même un petit peu. Et je trouve que l'Atlético, il y a certaines fois où tu te dis même qu'ils sont agréables à avoir joué. Chose qui, par exemple, en 2014, le parcours qu'ils font en 2014 pour arriver jusqu'en finale de Ligue des Champions, c'est le bus. C'est vraiment un pur bus. C'est pas d'autant plus frustrant, en fait, quand tu sais, il y a des joueurs extraordinaires dans cette équipe. Bien sûr. Même des De Paul, même des Julián Alvarez, on en a parlé, des Griezmann. Ah oui, c'est vrai qu'il est parti, pardon. Il vient de partir. D'ailleurs, l'Atlético cherche à se renforcer énormément au milieu de terrain. Parce que du coup, Rodrigo De Paul, ça laisse un vide énorme. Et moi, je trouve que c'est presque frustrant d'avoir tous ces joueurs qui sont techniquement très bons, qui sont capables de produire un très beau jeu et qui, au final, on cantonne à défendre finalement et juste... c'est la marque de fabrique de l'Atlético. C'est un peu comme l'Inter en Italie. C'est un peu l'ADN du club. Je pense que le jour où l'Atlético commencera à jouer au ballon, les supporters vont se dire non, mais là, il a trop d'espace, on s'est encaissé trop de buts, ça va pas. C'est vrai que du coup, le jour où Simeone il est plus là, c'est vrai que on va découvrir un nouveau club, une nouvelle équipe.
Après, est-ce que ce sera un gars qui sera dans la continuité de Simeone Après, est-ce que dans le centre de formation, est-ce que c'est ce qu'on inclut aussi aux jeunes à l'Atlético, de jouer comme ça, de jouer bloc bas en arrière, sans trop de position Je ne sais pas si c'est une philosophie du club ou est-ce que c'est juste l'équipe première. Quoi. Après, cette philosophie, elle a sublimé des joueurs. Par exemple, tu as Antoine Griezmann, c'est devenu, pendant un certain moment, c'était l'un des meilleurs joueurs du monde parce que c'était un peu le milieu faux neuf ultime. Il défendait en taclant, mais après, il faisait des remontées de balles exceptionnelles, il était décisif. Donc, oui, après, tu vois, même Alvarez, maintenant. Alvarez, sur le terrain, il défend. Là, la double confrontation contre le Real Madrid, moi, ça m'avait choqué à quel point ça défend. Et oui, ils ont des joueurs absolument exceptionnels. Est-ce que, à part ces trois-là, est-ce que vous voyez une quatrième équipe qui pourrait lutter pour le titre ou du moins talonner ces équipes-là? Moi, j'en ai une. Ouais, difficilement. L'Athletic Bilbao, je sais pas. Bilbao, alors pour moi, c'est. Ça joue bien. Pour le titre, non, beaucoup. Mais en tout cas, 4e, 5e, en tout cas, les places européennes de la Liga, ça c'est sûr. Ça les 3 premiers, c'est acté. Pour vous, Real, Barça et Atlético, normalement, ça finit. Pas d'autres équipes dans l'ordre que vous voulez. Mis à part une surprise, parce que c'est vrai que les autres équipes espagnoles n'ont pas autant de moyens financiers. L'Athletic Bilbao, elle ne pourrait pas se mêler un peu à cette lutte? Bilbao, c'est une des équipes qui pose généralement le plus de soucis à ces grosses équipes. On sait que aller jouer chez eux, c'est toujours hyper compliqué. Mais moi, je pense qu'il y a 3 équipes de tête et il y a aussi 3 équipes qui jouent la 4, 5 et 6e place assez souvent, qui sont Villarreal, qui sont Athletic Bilbao et qui sont le Betis. Pour moi, c'est les 3 équipes qui, en fait, sont un cran en dessous des 3 cadors. Donc, jouer le titre, ça reste très compliqué, mais par contre, jouer la Ligue des Champions. Ici, en fait, c'est la lutte plus pour la, pour la 4e place, pour la dernière place qualificative de la Ligue des Champions, voire même peut-être la 5e place. La 5e, des fois, les qualificatifs pour la Ligue des Champions, mais en tout cas, Bilbao, on voit aussi de la stabilité par rapport à Williams, qui a prolongé son contrat. Alors ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Moi aussi, je m'y attendais. Je m'attendais à le voir partir au Barça. Déjà après l'Euro, ça parlait lui au Barça, il a refusé une offre. Là, le Barça a mis une offre. Et là, tout de suite, l'Atlético vient mettre un contrat jusqu'en 2000. L'Athletic, pardon, excusez-moi, l'Athletic, mais un contrat jusqu'à quand un contrat de fou, quoi. Ouais, 2021. Attends, si tu veux, je peux te donner le. Je sais pas si c'était. Il me semble que c'est jusqu'en 2030. Ouais, 2030 ou 2032 même. C'est incroyable. Je sais pas, un contrat de. Pour bien blinder jusqu'en 2035, les amis. 2035, voilà. C'est ce qui me semblait. Un contrat blindé où là, le jeune risque pas de partir effectivement, là. tout de suite, voire jamais. Ou alors pour une somme astronomique. Parce que mais on voit aussi, c'est comme son grand frère, plusieurs fois dans le passé, qui avait l'occasion de partir, de quitter Bilbao, et qui est resté, et puis qui est maintenant capitaine. Cette saison, il sera capitaine de Bilbao. C'est mérité pour lui. Il me semble. Donc l'Athletic. Ce club a toutes ses chances pour, en tout cas, jouer la 4e place. En tout cas, c'est dans mon favori pour qu'il finisse 4e cette saison. Et quid du... Vous avez cité Villarreal et le Betis? Ça peut aller... Betis, moi, c'est une équipe que spécialiste du Betis. J'adore. Je suis allé au moins voir 4 matchs du Betis depuis 2-3 ans. Là, j'étais allé à Séville pour voir la finale de conférence contre Chelsea, malheureusement perdu par le Betis. Sacré match du Betis. C'est vrai que Chelsea, après un deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué. Chelsea, c'est quand même. Ce qu'on disait, c'est que ce qui manque à ces équipes-là pour chercher le titre, c'est en fait, c'est ok, il a mis le terrain, Isco. Incroyable. Les joueurs, un entraîneur aussi qui fait un très bon travail, Pellegrini, mais c'est l'attaque. Il manque un numéro 9 aussi fort qu'au Barça, aussi fort qu'au Real, qui t'arrive à te mettre 20 buts par saison. Et ça, le Betis n'a pas. Et Betis fait avec les moyens du bord, fait un peu des transferts un peu comme à l'époque Séville, un peu à la loco, sauf que Séville, maintenant, ça fonctionne plus du tout. Maintenant, Séville, ça joue la relégation. Ça joue, clairement. Mais c'est comme ces clubs-là, comme Betis, comme Séville, comme Villarreal, qui n'ont pas énormément de budget et qui essaient de faire quelques petits coups. Des idées. Et quand ça fonctionne, ça y va fort. Et quand ça fonctionne pas, quand Fekir part au Betis à l'époque, moi je m'y attends pas. Pourtant Fekir, c'est un joueur extraordinaire. Mais c'est un coup monstrueux parce qu'en plus tu avais le plus grand club d'Europe sur lui. Enfin, il y a eu le transfert avorté à Liverpool et finalement après. Anthony à Betis, qui est venu. C'est vrai, Anthony dernière, qui a fait très belle deuxième partie de saison. Mais c'est vrai que oui, le Betis, ça joue très bien au foot, c'est du beau jeu, ça fait plaisir à regarder. En tout cas,
Betis, ça ne va pas jouer la relégation pour moi cette saison, clair, ça m'étonnerait fortement. Ça joue les places européennes. Mais la question, c'est quelle Coupe d'Europe le Betis va atteindre à la fin de saison. Est-ce que ce sera la Ligue des Champions? Est-ce que ce sera l'Europa League ou la conférence? Cette saison, le Betis va jouer l'Europa League. Ouais. Est-ce que pourquoi pas une deuxième finale européenne? Parce qu'on voit souvent des équipes espagnoles du type Villarreal, Séville à l'époque aller en finale, et le Betis a toutes ses chances de remporter la compétition et aller en Ligue des Champions par la suite, même s'ils finissent 6e ou 7e. On espère pour le Betis. On va s'arrêter là sur la Liga, mais avant, votre classement? Moi, je pense quand même que là, le Real, ils vont avoir une... Real numéro 1 Non, ils vont justement avoir une petite saison de transition avant d'être la machine que Xabi Alonso Donc Barça veut. pour toi. Donc, moi, je pense que cette année sera encore le Barça. Hassan? Moi, je pense que ça va être le Barça aussi. Hein. Ouais, je pense que c'est tellement solide, tellement confiant. Je vois pas ce qu'ils vont les arrêter. En plus, je crois qu'ils vont jouer au Camp Nou en plus. Barça, mais je miserais l'Athletic Bilbao. J'aimerais bien qu'elle attrape même la 3e place. Ah, peut-être. Hein. Mais on verra. Ça peut, on sait pas. On sait jamais. On va passer à un autre sujet. Notre petit débat, c'est sur le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui a gagné la Champions League l'année dernière, qui a une équipe qui tourne très bien, qui a un 11 titulaire assez bien établi, mais derrière sur le banc c'est peut-être un peu léger. Et la question que je vous pose, messieurs, c'est est-ce que Paris cette saison doit recruter, et si oui, quel poste, quel poste? Moi je pense qu'en défense centrale il y a besoin de quelqu'un. Alors on l'a vu, il y a l'Ukrainien de Bournemouth, Zabarny qui est pisté, et puis c'est une piste qui a l'air assez bien engagée. Zabarny veut le PSG. Maintenant, qui refuserait le Paris Saint-Germain? Bien sûr. Et le moment personne. Le Paris Saint-Germain même à Marseillais. Hein. Oui, il y a eu le trajet dans l'autre sens. Rabiot. Il y a eu dans les deux sens, mais c'est vrai que c'était plutôt Paris-Marseille. Oui, bien sûr. Ça va dans ce sens-là. Mais ouais, il y a Zabarny qui est pisté, et puis la grosse rumeur qui est sortie il y a 1 ou 2 semaines, c'est Donnarumma qui serait sur le départ, et qui serait sérieusement sur le départ, ce qui est totalement surprenant. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Si on s'arrête un peu 3 minutes sur Donnarumma? Il y a 6 mois, je t'aurais dit oui. Mais là, les 6 mois qu'il vient de faire sont exceptionnels. Ça a été le meilleur gardien de la saison sur 6 mois. Justement, 6 mois sur 3 ans, ça fait 3 ans qu'il est là. Est-ce que toi, tu repars avec Donnarumma? À savoir s'il va rester sur cette forme-là, sachant que l'équipe, elle n'a pas bougé, sachant que le coach, il est toujours là. Donc, il n'y aurait pas de raison pour que du jour au lendemain, Donnarumma retrouve de ses travers. Il a encore fait une très bonne Coupe du Monde des clubs. Donc, il y a toujours... T'es jamais à l'abri d'une bourde, d'une cagade de Donnarumma. On a dit ça pendant toute la deuxième partie de Ligue des Champions. Mais cette saison, quand les matchs les plus importants, je parle de cette saison, il a été là. C'est vrai. Arsenal... Aston Villa, moi je pense Aston Villa, exceptionnel. Aston Villa, tous les arrêts contre Arsenal aussi. Le match retour contre Liverpool. Le match aller, il est fautif sur le but, mais le match retour, c'est vrai qu'il est. Sur la séance des tirs au but, il en sort 2 ou 3, il me semble. Donc la piste qui est prise, Lucas Chevalier. Alors moi, Lucas Chevalier, je trouve que c'est un gardien exceptionnel, et que déjà, s'il reste encore cette saison à Lille, c'est presque dommage, parce qu'il a montré cette année en Ligue des Champions qu'il avait le niveau pour plus haut. Il a fait des matchs hallucinants contre le Real Madrid, contre la Juventus. Donc, moi, je pense que si Donnarumma est amené à partir, Lucas Chevalier, c'est une très bonne option. Tu penses quoi, Tony Lassan? Déjà, est-ce que tu partirais avec Donnarumma, toi, ou tu garderais Donnarumma? Moi, je reste sur les sur les 3 dernières années. C'était pas c'est pas tout le temps constant. Il avait des bourdes, c'était un peu compliqué. Ouais. Mais moi, je retiens toujours les 6 derniers mois qui étaient juste exceptionnels, et surtout la Ligue des Champions. Et moi, je vois mal aux joueurs me dire ciao, merci, merci pour tout. En plus, le gardien, il a que 26 ans. C'est vrai qu'il est là depuis tellement longtemps qu'on oublie. Et un gardien, des fois, son prime, c'est 30 ans. Ouais, c'est pas faux. Et là, il a 26 ans, et regardez ce qu'il nous a fait ces 6 derniers mois, c'est juste exceptionnel. Du coup, moi, je vois mal, quel que soit le gardien, de le remplacer par un autre gardien actuellement. Moi, je t'avoue que ça me dérangerait pas qu'il parte, et je pars avec un autre gardien. Ouais, mais on sait tout ton amour pour Donnarumma. Ouais, non, mais il n'y a pas que mes opinions personnelles. Mais en fait, la vraie question, c'est quoi? Tu voudrais mettre qui à la place alors? Chevalier, moi je suis d'accord. Après, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qu'un grand gardien? Parce qu'en fait, dans une grande équipe, un gardien, finalement, il n'a pas tant d'arrêts que ça à faire dans un grand match, quasiment. Maintenant, c'est les gardiens qui sont surtout bons balle au pied, qui participent à la construction, il y a aussi ça, qui sont aussi à l'aise qu'un joueur de champ. Mais Donnarumma, il est sorti. Excusez-moi, les gars, il est sorti. Même sur ces 6 mois incroyables,
il y a des sorties loupées. Il est très bon sur sa ligne. Au pied, c'est où il est le meilleur. Hein. Ouais, au pied, pas incroyable. Non, moi je pense qu'au pied, c'est limite son plus gros point faible. Ouais, il a les sorties, les sorties pour un gardien de 2 mètres, c'est scandaleux. Est-ce que voilà, et en plus, est-ce qu'un club comme le Paris Saint-Germain peut se permettre d'avoir un gardien à ce niveau-là dans tous ses compartiments du jeu? Bah, honnêtement, tu vois, moi je suis d'accord avec Neil Hassan. Tu regardes les 6 derniers mois. Là, on est d'accord. Il y a 3 ans contre 6 mois. Donc, quelque part, tu pourrais te dire que tu as plus de certitude avec les 3 ans. Mais les 6 mois, c'est les 6 derniers. C'est pas 6 mois il y a 2 ans où il avait fait 6 bons mois. C'est 6 derniers qui te font gagner la Ligue des Champions. C'est ça. Et puis honnêtement, Donnarumma, avec un Donnarumma des 3 dernières années, tu gagnes pas la Ligue des Champions. C'est clair. Mais j'ai même l'impression que Donnarumma, il te plombe la Ligue des Champions sur les années précédentes. Ah, oui, d'accord. Tu vois, et là, c'est lui le facteur X quasiment, avec d'autres joueurs quand même. Mais... Ouais, mais est-ce que du coup, là, c'est pas peut-être la saison aussi qui va lui faire passer un palier aussi mentalement? Les gardiens, on sait qu'il y a. Je sais pas, franchement, j'y crois pas. Au niveau de la confiance. Et honnêtement, il lui reste plus que ça. Parce qu'avec l'Italie, on va dire que c'est un peu. Ouais, c'est un peu compliqué. L'Italie ne risque pas les revers en Coupe du Monde d'ici là, du coup. On verra. J'ai du mal à y croire, mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que là, il est plus. Donnarumma, pour moi, il faut. Toi, tu repars avec Donnarumma. Moi, je repars avec lui. Après, vous deux repartez avec Donnarumma. Sauf si on me donne là maintenant un nom. Enfin, Lucas Chevalier. Chevalier, c'est vrai que le risque, c'est que t'as pas vraiment de. T'as des certitudes en Ligue 1. Oui, en Ligue 1, mais après en Ligue des Champions, en Ligue des Champions, c'est pareil que en fait. Là, tu juges Chevalier sur 6 mois de Ligue des Champions. Ouais, parce qu'ils sont moi, je préférais un nom d'un gardien qui a confirmé dans un grand championnat, dans un top club, qui a joué à la Ligue des Champions, que Chevalier. Si je te donne au bol, Sommer. Ah bah alors moi, à ce moment-là, tu gardes Donnarumma. Et puis, t'attends que Chevalier pour toi devienne entre guillemets mûr et après tu le prends, mais moi je vois pas l'intérêt pour le PSG et pour Donnarumma aussi de lâcher son gardien maintenant. Finalement là je vois les gardiens qui ont surtout la plus grande valeur marchande. Par exemple, je vois un Kobel qui fait aussi plein de bourdes à Dortmund. Moi je prendrais pas Kobel en vrai. Très bien. Chacun. C'est vrai que là, pour moi, c'est difficile de sortir le nom d'un gardien là maintenant. Ouais, là aussi, je suis d'accord avec toi. Dire, ok, on prend lui, il dévoile. C'est pour ça que Chevalier, finalement, qu'il est la rumeur. Je sais pas, parce qu'il y a tellement de gardiens dans le marché, et puis j'ai l'impression que quasiment tout le monde fait des bourdes, quoi. Ouais, c'est vrai que. Ouais, mais maintenant, il faut savoir à quel niveau de bourde tu fais et combien de bourdes tu fais. Enfin, la répétition des bourdes. Moi, j'attends de voir. J'aimerais bien voir cette année Donnarumma, parce que Donnarumma, je crois que il a peut-être eu un tournant, tu vois. Tu risques pas de. Enfin. Selon les dernières rumeurs, il devrait partir, quoi. Oui, c'est vrai que les pistes sont assez chaudes. Mais en tout cas, moi, par contre, Lucas Chevalier pour le PSG, je trouve ça hyper pertinent. Tu as évoqué, avant qu'on fasse le débat sur le gardien, sur la position de défenseur central. Ouais. Avec le défenseur ukrainien. Ce serait pour remplacer... parce que là, aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, la défense titulaire, défenseurs centraux, c'est Marquinhos et Pacho. Il n'y a rien à changer là. Là, il n'y a rien à changer. Mais Marquinhos, il faut préparer gentiment à se faire vieux, voire. Faut un peu anticiper. Beraldo, il n'est pas tout à fait au niveau de ces deux-là. Donc, est-ce qu'il faut recruter Kimpembe, enfin, désolé. On ne sait pas quand il va revenir. Mais je pense qu'il y a un gros... Kimpembe, il va revenir dans les pistes de danse. Mais là, au Paris Saint-Germain, franchement. Ça a l'air d'être compliqué. Ouais. Est-ce qu'il y a une piste, mais est-ce qu'il faut recruter? Alors là, tout de suite, un gros nom, ça me paraît difficile vu qu'il y a déjà Marquinhos qui est déjà en place. Je pense que c'est plus le jour où Marquinhos c'est acté qui part. À ce moment-là, c'est tout de suite remplacé par un gros nom du foot européen. Là, pour l'instant, c'est vrai que c'est difficile à ramener un gros nom du foot européen. Il faut aller chercher des petits coups. Ça veut dire que là, si tu ramènes un gros nom, c'est pas pour le faire remplaçant. Ça va pas marcher dans le vestiaire. Ça va pas. C'est ça, en fait. Jouer. Paris finalement doit recruter des joueurs qui ne seront peu ou pas titulaires. Des joueurs qui ont des espoirs, des joueurs qui ont un profil intéressant, mais pas des grands noms ou qui ont déjà confirmé. C'est des joueurs qui doivent venir étoffer le banc. Des joueurs qui doivent venir compléter un effectif qui vient dans le rodé, quoi. Qui a besoin d'avoir un banc à la hauteur de son 11 de départ. Le 11 titulaire du PSG est excellent, il est super bien rodé. Il y a aussi une rumeur, Fabien Ruiz qui voudrait aussi partir. Ça parlait de Manchester United aussi. Donc là-dessus, Manchester United. Non, mais si on prend le courage à les fans United. Vraiment, gros bisous à vous. Toute ma force pour eux. Mais le 11 du PSG est très bon, mais sur le banc, t'es vite.
à C'est 2-3 c'est un peu remplaçants faible. max qui peuvent avoir le niveau ou en tout cas tenir le rang de ce PSG-là. Et la priorité pour le Paris Saint-Germain cette année, c'est de recruter des joueurs, comme on l'a dit, qui seront De actifs complément. dans la profondeur de banc. Tu vois, typiquement un Zabarni. Ouais. Zabarni, il viendrait pour étoffer, être le 3e défenseur central. Quand tu veux faire souffler un William Pacho ou Marquinhos, et ben là, tu peux faire rentrer Zabarni. Et Des joueurs de c'est 22-25 très intéressant. ans, quoi, Ouais, qui c'est n'ont pas ça. encore confirmé, il qui faut ont du recruter potentiel. ce genre de joueurs. Mais quand même, qui savent qu'ils sont dans la qualitativement. rotation, oui, qui ont une belle valeur marchande quand même, qui ont pu prouver en club, mais pas un grand nom, pas un Ouais. Konaté par exemple, Ça, tu vas ouais, pas aller ça. chercher ça. qui va signer au PSG. quoi. Dans aucune des positions au Paris Saint-Germain. Non, vous je pense que voyez- l'équilibre est là. Il est bon, hein. Il n'a pas besoin de. Voilà, on parlait avant de guerre d'ego. On a vu ce qui a détruit le PSG à l'époque. Ouais. C'était la guerre C'était des que les stars, égos. la guerre des égos, ça marchait pas, c'est rien qui fonctionnait. Pourtant, t'avais les noms. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui est là, enfin, que c'est stabilisé et qu'on a besoin juste d'apporter quelques petits renforts, mais pas un nom ou un poste en particulier, j'ai l'impression. Et au-delà des égos, maintenant, ils ont un coach qui. Lui, quand ça Là, va pas, les ça va égos, pas. ouais, Et puis, ouais. il met Il sur suffit de le côté. c'est de voir ce que Dembélé a fait en finale. Ouais. Ou même la transformation. On s'entend de Désiré Doué. Où l'arrivée à maturité de Désiré Doué est quand même impressionnante. Ouais, Qui, il à n'avait la pas encore base, arrivé à partait pas- maturité. Hein Il n'avait pas encore arrivé à maturité. Ouais, mais voilà, à la base, il partait pas titulaire. C'était plutôt Barcola. Oui, ouais. Et même avec l'arrivée de Kvaratskhelia, il a quand même réussi à sortir son épingle du jeu. Ouais. Ce qui est assez intéressant. Et en attaque, Paris joue finalement son vrai numéro 9. Ouais. Est-ce on qu'il sait faut que aller ça chercher un fonctionne numéro bien. 9 ou pas à Paris? Dans le Ou est-ce que système de Gonzalo jeu, Ramos Le se suffit? système n'a pas forcément besoin. Ouais, c'est ça. Enfin, Gonzalo Ramos est déjà le joueur en fait qui est la doublure du numéro 9. Et lui, Gonzalo Ramos, ne fait pas d'histoire. Il est sur le banc. Il fait les matchs qu'il doit faire. Alors après, bonne ou mauvaise performance, on sait que c'est pas toujours top. Mais je pense qu'au niveau du mercato, un défenseur central, c'est bien. Je pense qu'il faut aussi encore un latéral. Et je pense aussi tout en profondeur de banc. Et il faut aussi un milieu de terrain. Ouais. Il y a un milieu de terrain. Zahir Emery, c'est un joueur qui a montré qu'il a le niveau au PSG, surtout le niveau Ligue 1. Je pense qu'en Ligue 1, il peut totalement dépanner. Après, t'as que Zahir Emery. T'as que Zahir T'as Emery. un Seny Mayoulou qui a commence montré à de jouer. très belles choses, mais c'est beaucoup trop jeune pour l'instant. Et il a fait, les peu de fois où il est rentré, il a marqué en finale Ligue des Champions et tout ça, mais c'est pas du tout Ouais. les mêmes contextes. Non, c'est clair, c'est Et clair. là, il faut des joueurs qui puissent aussi commencer dans le 11 de base en Ligue 1. Tu vois, des matchs contre Lens, contre Strasbourg, contre des matchs où tu n'as pas besoin de faire jouer tous tes cadres. Parce qu'on sait que le PSG, cette année, ils ont fait des matchs. Moi, les João Neves, les Vitinha, je ne sais pas comment ils ont fait. Ouais, Ils ont c'est joué vrai que quasiment tous les matchs. ils ont tourné à 4 joueurs au C'est milieu de ça, terrain. ouais. Entre Ruiz. Zahir Emery, Vitinha Zahir et Emery, João Vitinha, Neves. je- Bon, entre les matchs de Ligue des Champions, de Ligue 1, Ouais. de Ouais. Coupe, de Ils ont Coupe pas du arrêté. Monde des clubs. Enfin, Ouais. franchement, C'est impressionnant. Hein. ouais. Toi, tu penses que tu es d'accord avec Mathieu sur Ouais, ce ouais, sur- totalement. Pour moi, il faut, voilà, c'est Et quelques vous auriez une ajustements à ramener, quelques jours de rotation à ramener pour justement parce que la saison du PSG va être longue. Ouais. Énormément de matchs vu les ambitions du PSG, mais pas besoin il n'a pas un nom en particulier ou un poste où c'est un peu la merde entre guillemets. Ouais. quoi. C'est que l'équipe est stable, une bonne dynamique et surtout il n'a pas cette guerre d'ego qui. Ouais. L'équilibre est déjà présent, pas besoin d'en C'est rajouter. fou, hein. Rajouter des noms ou mettre en concurrence quelqu'un en particulier. Voilà, peut-être préparer la transition avec Marquinhos, déjà commencer à y réfléchir. Quoi. C'est ça. Je pense que c'est le dossier principal. Et Ouais. un milieu de terrain quand même. Oui, oui. Enfin, Et après, voilà, le gardien, comme on a dit, il n'y a pas un nom qui me, ça, voilà, aujourd'hui qui me vient à l'esprit pour me dire ah, tac, il faudrait mettre 100 millions sur ce gardien non, c'est clair. ou 60 millions sur ce gardien parce que c'est le gardien en forme actuellement. Enfin, Ça, c'est un débat. et C'est comme c'est- si enfin, tu te dis au Real Madrid, est-ce qu'on achète un top gardien à la place de Courtois? T'as pas besoin. Ouais, Parce mais que Courtois, déjà t'as ton donné top beaucoup gardien. plus de certitude quand même que Donnarumma sur Ouais, mais là, beaucoup d'années. tu sors de la saison où il t'a donné 6 mois hallucinants. Et donc, la logique, c'est de rester sur c'est cette de rester base-là. sur tu ça. vois. Ouais. En théorie, il faudrait continuer. Ouais. Voir ce qui se passe. Mais est-ce que tu peux, si ça se passe mal, est-ce que tu peux le revendre après à Noël? Ah, tu peux toujours le revendre. Je Ouais, pense c'est vrai, que enfin, c'est un tu as gardien. raison. C'est un gardien. Et même le PSG n'a Il a pas fait besoin une de bonne vendre. pub. Hein, ils peuvent garder sur le banc. Hein, C'est vrai. le budget est limité. Hein. Qu'on le C'est garde ou qu'on le vende, ça ne change absolument rien. hein. Il s'est fait une très bonne pub. Là. 6 mois, je pense qu'il aura Ça. toujours un club. Peut-être que lui aussi en a marre hein, de. Peut-être le Milan qui voudra le reprendre. Non, Qui je pense sait, pas. Ça. Un échange Mike Maignan de Donnarumma. qui sait, l'Inter peut-être. Non, je rigole. Ouais. Il serait capable d'y aller, le connaissant. Tu penses? Ouais.
Très bien, messieurs, on va clore le débat Paris Saint-Germain. On va s'intéresser à notre bonne vieille Super League, notre pain quotidien en championnat suisse. Avant de parler du Servette FC et de Thomas Eberle, on va d'abord parler un peu du jeu et de tout ce qui s'est passé avec les résultats. D'abord, Winterthur et Young Boys qui se sont séparés sur le score de 1 partout. Servette s'est incliné 4-1 contre Saint-Gall à domicile. Bâle a gagné 2-1 contre Grasshopper. Thun s'est imposé 2-1 contre Lausanne. Sion a battu Lugano 4-0. Et enfin, Lucerne et le FC Chili se sont séparés sur le score de 1 partout. Ce n'est que la deuxième journée. Mais est-ce que pour vous, il y a déjà des tendances qui se dégagent, une équipe qui vous a surprise ou une équipe coup de cœur avec laquelle vous voulez revenir? Alors moi, il y a une équipe qui m'a surpris, c'est Lugano. Normal. Lugano perd 4-0 Qu'est-ce qui se passe à Tourbillon. Je crois que le premier match. C'est un vrai dossier, ça. Qu'est-ce qui se passe à Lugano? Ils ont Lugano? perdu le premier match. Hein. Ils ont perdu le premier match. Ils sont derniers de classement. Nous, on est avant. Servette est avant-dernier grâce à Lugano. Ils sont sortis en Coupe d'Europe. Ouais, ils sont sortis. Non, ils sont pas sortis. Ils sont en conférence. Enfin, ils sont en conférence. Ils sont en conférence. Mais bon, ils ont perdu le premier match 2-1 contre Thun à domicile chez eux lors de la première journée. Chez eux à 2-1 et puis ils perdent 4-0 contre Sion. Sion qui met 4 buts à Lugano. Franchement, on ne sait pas ce qui se passe du côté de Lugano. C'est assez étrange. Ça fait partie de ces clubs. Est-ce que Lugano n'arrive pas à la fin d'un cycle avec Mattia Crocitorti qui est là depuis quand même 3-4 ans? Les joueurs aussi, Stéphane et toute cette équipe, on commence à les connaître. Est-ce que... Et même l'année dernière, l'élimination en Europa League contre Chélier n'a finalement pas cassé quelque chose qu'ils n'arrivent pas à reconstruire cette année. Parce que c'est vrai qu'après leur défaite en 8e de conférence, c'était la descente aux enfers. Parce qu'à un moment donné, vers février-mars, une fois que Servette a perdu un peu ses chances de titre, on se disait est-ce que ce ne sera pas plutôt Lugano champion de Suisse? C'était être leur année l'année dernière. Et finalement, ils se sont cassés la gueule, mais violemment. Hein. Ils ont fini 3e, mais... Et Dieu merci, du coup, ça peut laisser la place à la deuxième place à Servette. À 4e, oui, encore pire, pardon. C'est l'IB qui a fini 3e. Pour vous dire que la chute était assez violente, mais c'est vrai que depuis, j'ai l'impression qu'on est resté sur ça. Ouais, nouvelle saison, mais toujours les mêmes même au niveau du mercato à Lugano, il s'est quasiment rien passé. Ils ont pour pris l'instant. 1 ou 2 joueurs pour l'instant. Est-ce qu'il y aura un déclic et ils vont faire aussi un licenciement à la Servette pour essayer de déclencher... C'est un peu plus dur à Lugano, étant donné que tous les services rendus par Crocitorti, c'est difficile de licencier tout de suite. Mais 4-0, contrairement à Servette où c'est un autre contexte. C'est quand même gros, hein. C'est très gros. Ouais, 4-0 à Sion, c'est mal. très gros. Moi, j'ai regardé le match et en première mi-temps, s'il y a 1-1 à la mi-temps où c'est vraiment pas volé parce que Lugano, ils ont des grosses occasions, mais malheureusement, pour eux, ils n'arrivent pas à mettre leurs occasions. Tu vois Stéphane qui rate des occasions. C'est là où on dit peut-être qu'on arrive à la fin d'un certain cycle. Stéphane, l'année passée ou il y a 2 ans, il la met 100%. Et là, il va rater un face-à-face. C'est comme ce match européen. J'ai vu les extraits. Ouais. Je crois j'ai vu aussi le match européen. 3 buts exceptionnels. Enfin, surtout 2 buts qui étaient vraiment pas mal, mais annulés par la VAR. J'ai joué pour rien. Ouais, c'est vrai que Lugano est tombé sur une équipe qui a mis un bus, finalement. Ouais, exactement, un vrai bus. Est-ce que ça vous inquiète pour vous? Est-ce que pour vous, Lugano risque de jouer le maintien ou non? À un moment donné, ça va toujours repartir. Dur. Moi, je pense à un que moment donné, ça va se réveiller quand même. C'est trop fort pour jouer la relégation. Peut-être trop faible maintenant pour jouer le titre. Comme IB. IB, l'année passée, personne pensait qu'ils allaient jouer la relégation. Ça a mis du temps quand même, IB. Tout le monde savait qu'ils allaient se réveiller à un moment. Ouais. Combien de fois on l'a dit qu'ils allaient revenir sûrement dans le top 6? Bon, alors, ils sont carrément revenus sur le podium, mais top 6, on était quasiment tous sûrs qu'ils allaient revenir. Parce que c'est IB, parce qu'ils ont recruté Bédia, Fasnart. Ouais. Et là, comme tu as dit, le mercato, il n'est pas terminé. Et puis, pour moi, le plus gros point fort de Lugano, c'est Mattia Crocitorti. Ouais. Il connaît ce club, cette équipe par cœur. Ouais, mais l'ossature, elle est toujours là. Mais combien de temps? Si là, ils enchaînent les défaites, est-ce que... Ah oui, alors après, oui, regarder, ça m'étonnerait. Mais je pense qu'ils vont attendre beaucoup plus longtemps que, par exemple, Servette a attendu pour... Servette, on en parlera, mais on va en parler, mais il y a un contexte. Une autre équipe qui vous a surpris, moi, est-ce qu'on parle de Thun, finalement Il y a plusieurs équipes qui sont surprenantes, moi, je trouve. Ouais. Moi, j'ai regardé le match de Sion qui a déjà en plus bien recruté. J'allais dire justement Sion. Moi, je trouve que Sion est 6 points. Très solide. Ouais. Et puis, ça 2 rejoint matchs de victoire. Ça rejoint avec ce que je disais la semaine passée. Je trouve que le mercato de Sion, c'est un des meilleurs mercatos de Super League. Ouais. Parce que il est ultra cohérent. Ouais. Pour l'instant, après, on ne sait jamais avec Constantin. Il est intelligent, mais on a l'impression quand même que depuis qu'ils sont allés en Champions League, ils ont un peu compris à Sion
que finalement il fallait aller tranquillement, amener de la stabilité dans l'équipe et puis rajouter quelques éléments à gauche à droite, comme ils l'ont très bien fait. Mais il a dit Constantin en interview qu'ils ont appris de leur erreur, enfin après 15 ans. Quoi. 15 ans comme. Après avoir fait il y a que les cons qui changent pas d'avis. Exactement. Mais juste le stade qui est farfelu, mais sinon le reste tient la route. Le stade, voilà. Sion, ça a recruté quand même Anthony Ratchopi au goal. Ouais, excellent. Luke Mbila, ça allait chercher Winsley Botelli. Et un jeune Italien en provenance de la Juve, Mulazzi. Ouais, il vient d'arriver lui. On donne des transferts à la IB à l'époque, quoi. Les Suisses en manque de temps de jeu à l'étranger. Les bons Suisses. Les bons Suisses et qui explosent après en Super League et qui sont revendus au prix d'or à l'étranger. Ils avaient pris Kololi l'année dernière, qui a re-signé cette année, qui était assez performant. Il est épanoui, il est né là-bas. Ouais. Ah, il est valaisan. Ouais, il a été formé là-bas, il a commencé ses premières minutes en Super League là-bas, donc c'est son club. En plus, ils ont Tolo, leur entraîneur fétiche. Tolo, c'est le chat blanc. Ces 15 dernières années, Tolo, c'est celui qui a réussi à ramener Sion le plus loin possible. Quoi. En Coupe d'Europe, jusqu'en 8e de finale contre Braga, qui ont gagné la Coupe. Ça avait joué contre Liverpool à une époque. Qui ont fait match nul à Anfield, quand même, belle performance pour un club suisse. Est-ce que vous pensez que ça peut continuer comme ça, Sion? Bah oui, totalement. Tu vois, Toon, par exemple. Là, par exemple, au niveau mercato, Winsley Botelli, moi, ça me fait trop mal au cœur qu'il soit à Sion. Parce que moi, Servette, ils auraient dû le tenter. Si on peut l'avoir, pourquoi nous, on peut pas l'avoir? Tu vois, en plus, nous, Winsley Botelli, c'est un jeune voix qui est formé ici. Tu vois. Parce qu'il joue pas en Ligue 2 et en 3e division française. Nous, voilà, tout simplement. T'as compris la mentale. Nous, les critères, c'est Ligue 2, pas titulaire, quelques matchs, national. Fin de contrat gratuit. C'est ça. Il n'a pas de Bundesliga ou de. Il a fait 2 entrées en Ligue 1, priorité. Priorité absolue. Il aurait été en Ligue 2, il serait chez nous. Est-ce que vous voulez mettre en avant aussi une autre équipe qui vous a surpris en bien ou en mal, vu qu'on a parlé de Lugano? Après, moi, je voulais parler des équipes très vite fait de Thun, finalement, l'équipe qui remonte. Quelque part, moi, je trouve comme d'habitude. Moi, je suis limite à dire, on s'y attendait. Chaque fois, les néo-promus, ils font toujours un bon premier mois. Pourtant, 2 victoires de suite de la part d'un néo-promu, ça n'arrive que 2 fois. C'est sur l'année dernière et Zurich quand ils étaient remontés il y a quelques années. Après, le néo-promu en Suisse, c'est souvent la première saison, c'est plus facile. La deuxième saison, c'est souvent où ça se casse la gueule. On verra Sion. D'où la question du FC Sion. Est-ce que le FC Sion, Sion, comme tu as dit, la semaine dernière, ils ont fait 2 victoires de suite aussi. Sion, c'est surtout la deuxième partie de championnat où ça a été un peu plus compliqué. Comme ils avaient engorgé pas mal de points dans la première. Ils sont sabotés tout seuls. Ils sont sabotés tout seuls. Deuxième partie de saison, qui c'est qui pensait que Sion allait jouer la relégation quand tu vois l'état du classement? Puis après, avant le relegation group, tu te dis, là, s'ils font pas des victoires importantes, c'est fini. C'est vrai. Donc oui, ils sont pas passés loin. Thun, moi je pense pas que ça va jouer le top 6, mais Thun, ça va, je pense, se stabiliser. Et après, peut-être pourquoi, tu vois, 10e, typiquement autour de la 9e, la 10e place, on sait qu'il y a d'autres équipes qui sont plus en danger, je trouve, comme Winterthur, où eux, ça va clairement être Getse. Oui. Getse, on y reviendra la semaine prochaine. Ouais, c'est vrai. Mais Getse, oui et non. Enfin, c'est toujours la même chose. Getse, on sait jamais. Getse, on sait, c'est souvent la relégation, mais ils descendent jamais. C'est plutôt Zurich et Saint-Gall où on sait jamais. Enfin, Saint-Gall avec le nouveau coach qui vient il me semble d'Allemagne, il est allemand. D'Allemagne. Là, pour le coup, Saint-Gall, il semble avoir un projet cohérent. Bon, après voilà, Servette a fait n'importe quoi lors de ce match, mais on voit qu'ils ont battu Bâle. Je crois qu'ils ont battu Bâle le premier match. Les 2 premiers de la saison dernière. L'après Slider pour l'instant, de ce qu'on voit, après c'est difficile de juger sur 2 matchs, mais ça me semble être cohérent, le projet de Saint-Gall. C'est normal que Slider est parti il y a quand même 2-3 ans. Non, mais c'est normal que ça galère un peu. A galéré. C'est normal que ça galère un peu entre le départ de Zeidler et le Saint-Gall de maintenant, parce que Zeidler, il était là depuis longtemps, il avait mis quelque chose en place, et si ça se trouve, Enrico Maassen, il n'a pas du tout la même idée et la même philosophie. Et les mêmes joueurs, parce que là, Saint-Gall a repris pas mal de jeunes, a recruté pas mal de jeunes. Il a plus Guimeno, quoi. C'est ça le plus gros point. Non, mais en plus, là, ils vont perdre Rebels, qui va sûrement partir dans un club italien. Pour 5 millions. Ouais, ça fait rêver certains clubs de vendre comme ça. Ça laisse de quoi réinvestir. Ah oui. Ça laisse pantois. Ouais. Comme ça qu'on dit. Puis quand on voit la gestion des jeunes à Saint-Gall, c'est un pur exemple. Ouais. C'est un pur exemple. Et la Saint-Gall a recruté pas mal en Allemagne aussi.
ce On mercato. est les seuls un peu à recruter en Ligue 2. Quoi. On verra, messieurs. On va parler de Servette et on va parler d'abord de Thomas Eberle. Thomas Eberle, qui était le coach depuis la saison dernière, qui a été nommé par l'ex-directeur sportif du Servette FC, à savoir René Weiler. Bon. Est-ce que le message d'Eberle est passé un jour depuis qu'il est là auprès des joueurs? C'est jamais passé. Enfin, revenons sur le contexte. Tu veux que je... Enfin, sur le contexte général du Servette. Servette, Thomas Eberle, l'année dernière, il est nommé par René Weiler. Qui n'était pas son premier choix. Qui n'était pas son premier choix. Et en fait, on s'est souvent posé la question, est-ce que finalement, c'était pas la marionnette de Weiler et en soum-soum, comme disent les jeunes, en sous-marin, c'était géré par l'équipe était gérée par René Weiler. Totalement, parce que là on le voit, parce que Servette dans le passé, on a connu plusieurs crises. On a connu la première crise à Gaguerre, on a enchaîné 6 défaites de suite. Gaguerre ne s'est pas fait virer. Ouais. Weiler, septembre 2023, le match contre Lausanne, à ce moment-là, on perd ce match, on fait match nul, Weiler il est plus là. Et là, on a 3 matchs. Ouais. Berlin n'est plus là. Donc ça veut dire que personne n'a confiance en Eberle dans... C'est comme tu as dit, c'est que dans le sens où Eberle, c'est Weiler qui l'a choisi. Weiler n'est plus là. Et j'ai l'impression que la direction s'est dit ils attendaient que ça. On attend juste le petit faux pas pour le virer. Parce que normalement, c'est pas dans les habitudes de Servette de virer un entraîneur quand ça va pas. La dernière fois que c'était arrivé et qu'ils ont vraiment licencié un entraîneur, c'était Medro Kodro en, je crois, 2017, je crois. Pendant l'homme qui a fait venir Stevanovic au Servette. L'homme qui a fait venir Stevanovic. Pour vous dire, ça remonte à des années en arrière, mais le club a toujours une stabilité, n'est pas du sens à paniquer. Et là, je pense qu'il s'est passé, si on sort le contexte, c'est un homme qui a jamais fait, qui a jamais été, on va dire, qui a été adoré par les joueurs, par le club, même la direction. Et le jour où le directeur sportif qu'il a engagé n'est plus là, au bout de 3 matchs, ciao. C'est quand même assez fou. Ouais. Parce qu'alors qu'on a vu Geiger perdre 6 matchs de suite, qui ne s'est pas fait virer, Weiler qui a enchaîné les mauvaises prestations l'été 2023, qui ne s'est pas fait virer, et là, en 3 matchs... On entendait des rumeurs que déjà il y a une nouvelle, parce que Weiler est parti, donc il y a une nouvelle direction sportive. La nouvelle direction sportive, de base, voulait, et on le sait maintenant, voulait pas travailler avec Eberle. Et comme Eberle a fini 2e la saison dernière, il avait un renouvellement automatique du contrat. Ouais. Ce qui explique peut-être que ils n'ont pas osé. Le club n'a pas osé le virer, mais en tout cas, on voit que la rapidité du licenciement dit déjà que c'était déjà prévu bien avant. Voilà. C'est pas juste lié au résultat. Pour moi, c'est un prétexte de licencier. On est d'accord. Parce que c'est pas dans les habitudes de Servette de licencier un entraîneur au bout de 3 matchs, alors que l'entraîneur a été prolongé il y a 2 mois en arrière. Ouais. 3 matchs, on le vire, c'est qu'il y a tout un contexte. Parce qu'il y a eu des rumeurs aussi que Servette a songé d'autres entraîneurs avant le. Oui, c'était Contini. À la base, le numéro 1, c'était Contini. Ouais. Contini a pris Young Boys. Et Contini était avec la Suisse. Et Contini pouvait pas s'engager auprès de Servette. Servette avait besoin d'un entraîneur le plus rapidement possible. Il y a eu Seidler aussi. Seidler, ça n'a pas joué. Il a eu quelques autres rumeurs. Et finalement, Eberle a vu peut-être le match amical Suisse-Estonie avant l'Euro, et puis il a vu que le coach avait plus de contrat. Enfin, je sais pas, je vais loin, mais je pense que c'est Weiler qui l'a. Voilà, qui viennent un peu de la même région, qui se connaissent, et puis finalement, la patte Eberle, on l'a jamais vue. On l'a jamais vue. Enfin, j'arrive même pas à quoi qu'on a pu finir 2e du championnat. Ça a joué beaucoup sur les individualités finalement l'année dernière. Les buts de Koutessa, etc. Finalement, on a fini 2e, le contrat a été prolongé, mais voilà, toutes les critiques qu'il y a eu dans les réseaux, les supporters, sur le manque d'idées, sur les changements. Ça fait est-ce que Eberle, il avait les mains libres? On a l'impression que finalement, il n'a jamais eu. Si, cette saison. Cette saison, on lui a donné 3 matchs, 4 matchs. Ouais, mais sur les 3, qu'est-ce que tu as pu voir? Pas grand-chose, voilà. Effectivement. D'un coup, on passe à 3 derrière. On a vu presque trop de choses. On a vu trop de choses et il a été condamné directement. C'est aussi bien pour Servette de ne pas avoir trop attendu aussi. Mais est-ce que finalement aussi, c'est pas 2 mois de perdu? Si, bien sûr. Oui, totalement. Parce qu'on aurait pu partir dès le départ sur un projet neuf, avec un nouveau coach dès le départ. Je pense que
Voilà, en Suisse, voilà, on n'a pas, ça se fait pas de virer l'entraîneur comme ça, de mettre une carotte. Je pense que dans d'autres championnats, on l'aurait fait directement. Ouais, dans d'autres pays, on ne se serait même pas posé la question. Voilà, Servette, on a un peu ce côté un peu humain quand même qui est là. En Suisse, c'est pas dans les habitudes de faire ça. Quand on s'engage à renouveler un contrat, voilà, si tu finis deuxième, on te prolonge, ben voilà. En fait, c'était simple. Eberli, c'était soit tu te qualifies contre Pilsen, soit bye-bye. Même sans... Parce que même si ça intervient après le match de Saint-Gall, ce serait arrivé à un moment ou un autre. Le match retour contre Pilsen, tous les choix étaient faux. Tout. Les changements. Alors que Servette, à ce moment-là, mène 1-0 dans le match et avait gagné le match aller 1-0. Non, mais, enfin, on en a parlé énormément autour de ce coach. Moi, premier, depuis l'année passée, je me tue à dire que ce coach n'apporte rien à Servette et que je vais même plus loin. Je trouve qu'il a fait baisser la progression qu'on avait constante avec Geiger. Geiger, il progressait de saison en saison. Non, je remonte même jusqu'à Geiger. Je trouve que Geiger, on avait une progression de saison en saison. Et quand on est arrivé à la fameuse saison plafond de verre de Geiger, on a fait le step intelligent de passer à Weiler. Weiler, au début, c'est un coach qui a une toute autre expérience que Geiger. Weiler, quand il arrive, il a une expérience européenne. Il a déjà entraîné dans les Coupes d'Europe et tout ça. Et son message, on l'a tout de suite vu qu'il allait instaurer quelque chose de différent. Bêtement, il arrive contre Genk et il surprend tout le monde. Enfin, en tout cas, je prends des risques en disant tout le monde, mais une grande partie en alignant directement un 4-4-2. Chose qu'il n'avait pas fait. Contre Getse, premier match de championnat, il met la même compo qu'un Geiger aurait pu mettre. Et là, il vient 4-4-2 en Europe. Et on voit que ça marche. Il s'est adapté. Ça a mis du temps. C'est un tacticien. Ouais. C'est un tacticien. Ça a mis du temps quand même, Weiler. Ça a mis du temps, mais on sentait la patte Weiler. Il y avait un message, on sentait que c'était là. Et après, la question, c'est de savoir est-ce que ça va prendre ou est-ce que ça va pas prendre. Mais il y avait quelque chose qui était mis en place. Là, Eberli, quand il vient, on voit rien. On ne voit strictement rien. Et en fait, c'est purement basé sur les individualités. L'année passée, si Koutessa il fait pas ses 6 premiers mois exceptionnels, on n'est même pas dans le top 4. Et si on est deuxième, c'est grâce non seulement aux individualités, mais c'est aussi grâce au très très faible niveau du championnat l'année passée. L'année passée, tout le monde s'est bouffé. Même un Bâle avec un Celestini et un Shaqiri, ils ont été premiers, mais ils se sont détachés qu'à la toute fin du championnat. Jusqu'au Championship Group, on ne savait pas qui c'est qui allait finir champion. Servette pouvait jouer le titre jusqu'en Championship Group. Donc, il y a eu cette défaite au Parc Saint-Jacques qui, là, a tout scellé. Dans les grands matchs, finalement, Eberli... dans les grands matchs, Eberli, moi, je demande un grand match où Eberli, juste sa patte, a fait la différence. Il y en a aucun. Les grands matchs, Yverdon, les 135 ans. Ce match, on le gagne. On fait 4 points on devient premier avec 4 points d'avance. On le perd. Balle, on se met une tollée. On perd quoi 5-1. 5-1 ouais. Une catastrophe. Bon, après, il y avait des erreurs individuelles, des grosses erreurs individuelles aussi pendant. C'est vrai que ça, on peut pas l'imputer à Eberli non plus, malheureusement. Pas été aidé, surtout que Servette, dans ce match-là, au début, prend le bouillon, mais après, ressort. Donc finalement. Non, mais ça, c'est. Moi, on va pas refaire l'histoire. Je te sors des Braga. Braga match retour. Braga, c'est une catastrophe. Braga match retour. L'équipe en face de Servette n'est pas plus forte. Je suis désolé. Braga n'est pas plus forte. Elle est plus forte, mais Servette. Non, mais on l'a montré au match aller qu'ils n'étaient pas plus forts que nous. Peut-être individuellement, mais collectivement, on arrivait à faire la diff. Et là, les choix tactiques sont catastrophiques. Mais c'est vrai que c'est très surprenant d'avoir pris Eberli, oui, qui a fait ses preuves avec l'Estonie. Mais c'était avec la Ligue C en Ligue des Nations européenne. L'Estonie, voilà, je ne sais pas comment ils étaient au classement FIFA, UEFA. En plus, c'est une sélection, c'est même pas un club. C'est une sélection. Le seul club qu'il a entraîné, c'était Lucerne pendant 10 mois. Et ça s'est pas très bien passé. Et c'est vrai que c'est très, très surprenant. Maintenant, il faut penser à l'avenir. Voilà, j'allais vous demander. Transition toute trouvée. Magnifique, merci Hassan. Qui pour remplacer Eberli? Il nous reste 3 minutes. Moi, ça me fait grand mal d'avoir Zeidler à Lausanne, parce que pour moi, le mercato parfait, c'était que Eberli continue pas et qu'on prenne Zeidler. Je pense que si on avait Zeidler, on était intouchable. Ça a été sondé, parce qu'avec comme on t'a dit, Eberli a été prolongé. Avec le centre de formation Genevois et Zeidler, je pense qu'on aurait pu faire des choses exceptionnelles. Mais au vu des noms qui sortent, je pense que
T'as un nom, toi? Le nom de rêve, c'est Lucien Favre. Lucien Favre, non. Mais parlons de choses sérieuses. C'est pour ça que je dis. Parlons de choses sérieuses. C'est pour ça que je dis. Un monde parallèle, oui. On a 3 minutes, parlons de choses sérieuses. Non, si on parle de choses sérieuses, moi je pense que le choix actuel, le meilleur choix, c'est Raphaël Vicky. Ouais. Je pense que c'est celui qui correspond le mieux, dans les choix en tout cas, qui sont pour l'instant évoqués. Parce que Gaël Clichy, c'est très intéressant. Il connaît la maison, mais c'est inexpérimenté. Et ça a fait que de la sélection espoir. Donc moi, Gaël Clichy, je serais d'accord, mais ça veut dire que Gaël Clichy, c'est pas forcément en lien avec les ambitions que tu affiches. C'est-à-dire que toi, tu veux être tout en haut au plan national. Clichy, je pense qu'il faudra 1 ou 2 saisons où il va devoir apprendre en fait, parce c'est un très jeune coach. Mais donc, je pense que pour prendre une équipe et un coach qui a une énorme expérience et a succès en Super League, je pense que Raphaël Vicky, c'est la meilleure option. Lui, Neil Hassan, il a un autre nom dans sa, dans sa poche. Peut-être que Vicky, c'est un peu, comment dire, l'arbre qui cache la forêt, j'ai l'impression. Parce que finalement, à Bâle, la première saison où il arrive, il ne gagne pas le championnat. Il perd avec 20 points d'écart sur IB. Oui, il gagne le championnat après avec IB, mais après ça se passe mal. Il se fait licencier la deuxième saison. Oui, c'est un beau coach, il connaît Servette. En tout cas, il connaît aussi la Super League. Il connaît la Super League. Après, oui, je ne suis pas totalement fermé, mais pour moi, je verrais plus en numéro 1 un Urs Fischer. Moi, je pensais à lui aussi. Urs Fischer, qui, la dernière fois qu'il était en Super League, a fait le doublé avec Bâle et allé à l'Union de Berlin, qui a pris un club en 2e division et l'a ramené jusqu'en Ligue des Champions. Ouais, tout à fait. Moi, là après, c'est un très gros. Urs Fischer, grand nom, mais au niveau du jeu, pas s'attendre à des choses. Moi, le plus important, c'est pas le jeu, c'est gagner des titres. Pour toi, pour moi, même si on joue pas, demain on gagne la Conference League et le championnat suisse, on va pas se rappeler de si on jouait bien ou pas. Non. Si tu jouais bien, tu t'en rappelleras. Mais si tu jouais on joue bien, puis on perd la finale de coupe et puis on perd le championnat la dernière journée, on s'en fout. Combien de fois c'est arrivé? Combien de fois on a été l'équipe la plus belle à avoir joué en Super League, mais tu finis toujours 2e? Moi je m'en fous. Mais quand même, c'est important le jeu. Sous Weiler, le moment où pour moi on enchaînait les résultats, c'était pas le jeu le plus spectaculaire. Sur Geiger, c'était même l'année passée non plus. Ouais, sur Weiler ça jouait. Enfin pardon, sur Geiger ça jouait bien et tout, mais le moment où avec Weiler on performait le plus. C'était pas non plus exceptionnel le jeu, mais on savait marquer quand il le fallait et on était solide défensivement. Et ça a fait qu'on a joué le titre et qu'on a gagné la coupe. L'année passée, la série de victoires. Et qu'on a tenu tête à la Roma à domicile. Mais c'est ça, l'année passée, la série de victoires qu'on fait pour jouer le titre jusqu'à longtemps, c'est grâce à une série de victoires. On gagne 1-0 ou 2-1 chaque match. Et des matchs à Getse, des matchs à Lugano, où tu les gagnes à l'arrache et c'est moche. C'est pas beau. Mais bon, tu peux pas être beau à tous les matchs non plus. Non. Mais c'est vrai que Urs Fischer, c'est intéressant. Urs Fischer, c'est un Raphaël Vicky, ce serait pas mal, hein, ça fait rêver. Et à Zurich aussi, il a fait du très bon travail à Zurich à l'époque. Eh bien, messieurs, merci beaucoup pour cette émission qui va toucher à son terme. Merci pour vos analyses éclairées et on se retrouve très bientôt pour un 3e épisode. Ciao, ciao. Ciao. Vive le football. Ciao.